C'est une présentation sans prétention de Salt, basée sur le fait que je me suis mis il y a 1 an et demi, que ce genre d'outil était extrêmement intéressant et que je voulais en parler un peu. Enfin, j'avais dit surtout à Mickaël, si tu présentes Ansible, je présente Salt. Il a dit OK. Bon, j'étais obligé. Donc pour démarrer, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un outil de gestion de configuration. Micro. Merci. Faut que je reste comme ça? Moi qui aime bien bouger, bon, c'est pas grave. Donc pour présenter rapidement, l'intérêt de ce genre d'outil, c'est pour ceux qui ont l'habitude de gérer des machines et qui utilisent des scripts shell. C'est un peu gênant d'être à côté du micro. Ça simplifie grandement le travail, ça l'automatise. Et je vous pousse, pour tous ceux qui n'ont pas encore testé, de tester ce genre d'outil, alors que ce soit Salt, Ansible, Puppet. Plusieurs qualités intéressantes. Ce qu'on appelle configuration as code, c'est-à-dire que le fait, c'est qu'on va avoir un outil qui va, on va se rapprocher des techniques classiques de développement logiciel. Le but, c'est tout ce qu'on voit avec le mouvement, notamment DevOps, c'est que les admins commencent à utiliser des outils de développeurs, utilisent un outil de gestion d'historique, commencent à utiliser des langages de programmation qui sont à peu près identiques à ceux de développeurs. Et c'est un peu la logique qu'il y a derrière. C'est aussi que notre configuration va faire office de documentation. Moi, j'ai une sorte de suppléant au boulot. Moi, je fais l'admin 99% du temps. Mais l'intéressant, c'est que quand moi, je ne suis pas là et qu'il a besoin de faire quelque chose, il doit pouvoir reprendre ce qui a été fait de manière extrêmement rapide, sans passer 3 heures à essayer de comprendre des scripts compliqués en shell. Ça fait aussi un langage commun. La partie intéressante, c'est que ça permet à des admins et à des développeurs qui généralement ont du mal à se parler, quand on utilise les mêmes outils, les mêmes langages, un peu la même philosophie de travail, ça simplifie quand même beaucoup la communication. Et évidemment, de manière générale, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est plus flexible, plus rapide, plus mieux en général. Il y a aussi un terme qu'on voit souvent dans ce genre de conf qui est d'idempotence, qui est important, qui est le fait qu'on doit arriver à toujours au même résultat. Le but, c'est que quand j'ai une configuration de ma machine, de mes serveurs, que je relance mon outil, je dois retrouver le même résultat. Et si je lance 15 fois d'affilée la configuration, je dois retrouver 15 fois le même résultat. Donc ça fait bien, ça fait un mot compliqué que personne ne connaît. Donc il y a plein de solutions. Moi à l'époque, je vous parle, c'est un simple retour d'expérience, c'est des choix personnels. Moi je vous conseille de tester plusieurs outils, de voir celui qui vous intéresse. Il y en a plein. Moi, il y a un critère qui est important, c'est que je ne suis pas admin à plein temps. J'ai besoin d'un outil qui soit rapide à apprendre, qui soit simple dans le temps, qui soit bien documenté. Donc c'est des critères qui vont un peu ensemble, hein. Si vous avez une bonne documentation, généralement ça aide pour apprendre plus vite. Mais surtout, ça doit rester simple. Si je dois me taper 50 heures d'apprentissage, c'est no way. Donc il y a évidemment Puppet, qui est l'outil numéro 1, le plus connu. Le gros avantage, alors j'ai mis toujours avantage et défaut entre guillemets, c'est ma vision personnelle, c'est pas dans l'absolu. Donc l'avantage, c'est qu'il est très utilisé. Si vous avez des amis, il y a de fortes chances qu'autour de vous, les gens utilisent Puppet. Donc beaucoup de retours d'expérience, beaucoup de feedback, beaucoup d'aide possible sur IRC, sur Internet, de manière générale. Moi, ce qui ne me plaisait pas, c'est que je le trouvais trop compliqué. Tout simplement, il y avait une sorte de DSL Python, Ruby, pardon. C'était pas vraiment du Ruby, bon, je l'aimais pas trop. Je trouvais ça un peu compliqué, donc j'ai testé un deuxième, qui est Chef. Et Chef, quand j'ai compris qu'il fallait installer Ruby, Erlang, Postgres, et j'en passe, et que le DSL était encore plus compliqué que celui de Puppet, je suis passé à un troisième outil, qui est CF Engine, qui est plutôt bien fait, qui est un vieil outil, qui permet de gérer 100 000 machines, qui est super robuste, qui n'a pas trop de sécurité. Mais pareil, trop compliqué pour moi. Donc j'ai continué à chercher, et donc je suis tombé sur Salt. Et c'est un projet qui doit avoir 2 ans, qui a commencé à buzzer il y a 1 an et demi, et qui buzz beaucoup depuis 6 mois, puisqu'ils ont fait un tour de table, si je dis pas de bêtises. Et la boîte commence à grossir, et ils ont reçu pas mal de prix récemment. Ce que je trouve intéressant dans Salt, c'est que c'est non seulement un outil de gestion de configuration, mais c'est un shell distribué. Donc on verra les deux parties dans cette présentation. Donc le site de SaltStock. Et c'est de l'Apache, sachant que ce n'est pas de l'open core, c'est-à-dire que ce n'est pas comme Chef où il y a un bout qui est libre et avec du code propriétaire. Pour l'instant, tout est libre.
On verra dans le temps si ça change ou pas. Il y a plusieurs choses. Alors pour ceux qui qui gèrent des projets open source, un petit feedback à ce niveau-là. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans Salt, c'est tout con. C'est qu'à l'époque, le site web, c'était un site Sphinx. Ça commençait par 3 tutoriels. Le premier tutoriel disait grosso modo utiliser Salt en 5 minutes. Alors évidemment, pour faire un truc très basique, ça comprenait l'installation. Sauf qu'en 5 minutes, c'était installé et j'ai pu le faire marcher. Donc j'ai fait le deuxième tutoriel, j'ai fait le troisième, et au bout d'une heure, j'étais autonome. C'est bête, mais une documentation, ça aide beaucoup. Les technos, juste pour vous en parler très rapidement, donc c'est du Python, c'est du YOML, ça utilise 0MQ. Ça chiffre dans les communications en 0MQ. Et le format de communication, c'est message pack. J'en parlerai pas plus. Une installation, donc moi je suis sous Ubuntu, donc les fameuses 5 minutes. Donc au bout de 30 secondes, j'avais mon Salt installé sur ma machine et je pouvais tester. Donc à la première utilisation, qu'est-ce qui se passe? Vous configurez votre client, vous lui dites l'IP de votre serveur, vous le lancez. Il crée lui-même, ce que j'ai trouvé très appréciable, son certificat tout seul, pas besoin de se faire... c'est enregistré, donc je dirais pas chier, mais on ne s'embête pas à créer des certificats avec OpenSSL, ce genre de choses. Il crée son propre certificat et il essaye en permanence de se connecter au serveur pour pouvoir avoir sa conf. Vous mettez côté serveur, vous tapez la commande solkey-a. -a, c'est un peu bourrin, ça veut dire accepte toutes les clés. Mais bon, c'était un tutoriel. Deuxième commande, salt étoile test ping, ça marche. Voilà. Donc entre le moment où j'avais rien installé sur ma machine et le moment où j'avais un salt qui fonctionnait, à l'époque, c'était moins de 10 minutes. Visite du site web compris. Les canaux de communication, il y en a deux, donc c'est du PubSub 4505, 4506. Ça peut être problématique si vous êtes dans une boîte où vous n'êtes pas l'administrateur du firewall et que ce n'est pas votre pote. Dans ce cas-là, il faut faire du Ansible. Donc la deuxième chose qu'on apprend après l'installation, c'est ce qu'on appelle le ciblage. Vous voyez des exemples. Le premier exemple, c'est salt étoile test ping. Donc regardez seulement le début. Étoile, ça veut dire toutes les machines. Si vous faites étoile, alors les globes fonctionnent. Donc étoile exemple.net, ça fonctionne. Web point d'interrogation, etc. Le -e, c'est une regex. Le -l, c'est une liste. Et -g, c'est des grains. On verra plus tard ce que c'est que des grains. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué. Donc salt étoile commande. Vous avez pour information un mode batch, c'est-à-dire que vous pouvez lancer plusieurs fois la même commande, ou vous pouvez lancer par petits bouts, c'est-à-dire que si vous avez 100 machines, vous leur demandez à 100 machines en même temps test ping, vous le demandez par petits bouts, donc par 10%, par 20%, par 30%. Donc ça c'est la deuxième chose qu'on apprend après l'installation de Salt, enfin troisième chose après la configuration, c'est le ciblage. Et la deuxième partie de votre ligne de commande, après le étoile, c'est tout simplement que test.ping, ça veut dire tout simplement utiliser la fonction ping du module test. Je donne un deuxième exemple, la fonction run du module CMD. Et ce qui suit, ce sont les paramètres. Donc ls/, c'est les paramètres de la fonction run du module CMD. Ça reste aussi, encore une fois, extrêmement bête. Une fois qu'on s'est amusé, alors ça, ce que je n'ai pas dit, c'est ce qu'on appelle le shell distribué. Ça veut dire que vous êtes sur votre serveur, vous tapez une ligne, étoile, si vous avez 100 machines, vous allez demander à 100 machines en même temps quelque chose. Le fameux ls/, vous avez 100 machines, vous avez 100 retours de ls/. C'est le shell distribué. C'est sympa, ça permet de faire plein de choses. Moi, j'ai commencé à faire aptitude update, aptitude upgrade, hein, bête et méchant. Hein. Je rappelle que j'étais à moins d'1 heure d'apprentissage, moins 2 heures d'apprentissage de Salt. Donc je faisais avec Salt mes 20 machines, je les upgradais comme ça, à partir d'une seule commande. Pas besoin de faire de boucle for, parce qu'apparemment, il faut toujours dire, on remplace la boucle for dans le genre de conf. Voilà. Donc après, ce qu'on apprend, ce sont les states, les états, c'est-à-dire c'est la cible qu'on veut atteindre. On veut dire à une machine, je veux que tu aies tel fichier de configuration, je veux tel package, je veux tel utilisateur. Ça, à chaque fois, ça, ce sont des states, des états. Donc, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que, là j'en ai mis plein, mais foncièrement, vous avez deux possibilités, soit faire du Ninja 2 avec du YOML, soit faire du pur Python. Si vous préférez faire du Python, si vous trouvez que votre build est assez compliqué comme ça et que vous voulez être assez fin au niveau de la façon de l'expliquer, vous faites du pur Python. 99% du temps, en tout cas pour moi, faire des choses simples, donc j'utilise tout simplement du Jinja et surtout du YOML. Donc le YOML a des avantages et inconvénients. L'inconvénient, c'est qu'au moins de problèmes
d'espace, de table versus space, enfin vous connaissez le genre de problématique. Il ne parse pas. Mais bon, ça se résout très facilement. Hop, voici un exemple de fichier état. Si on prend le premier bloc, vim pkg installed, ça veut dire tout simplement vim. Donc la première ligne, c'est toujours l'id, qui est généralement discriminant. Ici, qu'on réutilise comme paramètre, ça veut dire installe-moi le package vim. Voilà, moi je trouve ça pas très compliqué. Le deuxième bloc, ça veut dire etc vimrc. Vous avez un module qui s'appelle file. Alors en fait, vous voyez, soit vous mettez pkg.install, soit vous mettez pkg première ligne install. C'est deux façons de faire, c'est pareil. etc vimrc, file, manage, ça veut dire grosso modo, j'appelle la fonction manage du module file. Je veux gérer moi-même le fichier etc vimrc. Je lui ai dit au niveau du serveur où est-ce qu'il se trouve, à la racine, il s'appelle vimrc. Et quand tu l'installes en root 644 au niveau des permissions, et parse en Jinja, parce que dedans, il y a du Jinja, donc tu parses avant de l'envoyer. Donc je trouve ça, encore une fois, moi je trouve ça assez simple, assez bateau. Troisième exemple, le troisième bloc. Là, c'est un exemple légèrement plus compliqué. Je dis, pour Apache, je veux que le package soit installé, et je veux que le service soit lancé. Et en plus, je mets un petit require, c'est-à-dire je mets une petite dépendance, et évidemment, il faut que le service soit lancé après que le package soit installé. Hein, faisons dans l'ordre. Donc je spécifie l'ordre des états. Et à chaque fois, pour faire ça, donc ça c'est ce qu'on apprend au début, je tape la commande étoile, state, iState, ça veut dire en gros, sur toutes les machines, étoile, ciblage, fais la commande iState qui grosso modo parse les fichiers et exécute tout ce que je t'ai demandé. Tu réfléchis pas, tu les exécutes tous. Voilà. C'était dans le tutoriel, donc bête et méchant, je vais continuer. Avec cet exemple-là, tout simplement, sur tous mes serveurs, j'ai un Vim installé avec une configuration Vim, et j'ai un Apache qui tourne. Et le point d'entrée donc ça c'est un fichier d'exemple, mais ce qui est le point d'entrée de Sol, c'est un fichier qui s'appelle top.sls, où je vais spécifier je vais pouvoir spécifier plein de fichiers, je vais pouvoir découper tous mes états dans plusieurs fichiers, et je vais pouvoir attribuer des fichiers à des types de machines. Enfin, des noms de machines ou à des types de machines, à des listes de machines, le ciblage. Donc par exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un fichier qui s'appelle common.sls, qui est à la racine, qui spécifie, comme je vous ai montré tout à l'heure, l'ensemble des paquets à installer, l'ensemble des choses de base, et j'ai dit étoile, donc par défaut, quand tu vas t'exécuter tout seul, tu vas installer tous ces paquets sur toutes les machines. Par contre, sur les machines que j'appelle web, que j'ai appelé web, tu vas installer Postgres, tu vas installer Nginx. Donc j'ai un fichier, lance le fichier nginx.sls, postgres.sls. On peut faire des répertoires. Hein. On peut faire des répertoires. Par exemple, user.admin, c'est tout simplement, excusez-moi, j'ai créé un répertoire user, un répertoire admin, et tu lis le fichier init.sls, c'est comme du Python. Si vous avez un répertoire, vous avez un fichier init.sls dedans, il le parse, il le lit. Donc ça permet de découper en fait vos états dans plein de fichiers différents et d'attribuer vos états à des machines. Comme ça, vous n'avez pas besoin de le spécifier manuellement et à réfléchir. Ça va jusqu'à présent? Vous êtes heureux? Moi, j'ai encore un peu de billard dans le sang, donc c'est pour ça que je ne suis pas très réveillé. Vous pouvez avoir des environnements. Alors moi, j'utilise un environnement simple, donc je mets tout dans SRV Salt, mais il faut savoir que vous pouvez avoir des environnements multiples, de dev, de QA, de prod. Ça vous permet d'avoir des fichiers, de les tester, et ensuite de les passer en prod si besoin. Moi, j'ai un environnement assez bateau, hein, j'ai 25 machines à gérer, donc pas besoin de me prendre la tête. Et vous l'avez vu avec Require, mais vous avez des notions d'inclusion, des notions d'extension, des notions de dépendance dans vos états, pour qu'ils soient parsés dans un certain ordre, faire des inclusions de fichiers SLS pour faire des généralisations, en fait, ce genre de choses. Vous avez une option qui peut être assez intéressante, qui est fail hard, ça veut dire qui peut être local ou global. Ça veut dire tout simplement, si un état fonctionne mal, ne passe pas, tu arrêtes tout. Comme Sarkozy, par SMS, voilà, tout. Et ils ont rajouté récemment la notion d'impératif déclaratif, c'est-à-dire soit tu parses toi-même et tu définis l'ordre avec les requires, ce genre de choses, soit tu parses dans l'ordre des fichiers. J'ai une option que je n'ai pas encore utilisée, c'est tout récent. Et pour ceux qui connaissent déjà du Jinja 2, l'intérêt du Jinja, c'est que si vous avez besoin de boucles, si vous avez besoin de if, enfin, tout ce qui est classique en Python, tout simplement, vous pouvez le faire. Donc là, j'ai un exemple assez bateau. Mais au lieu d'écrire 3 fois toto user.present, je fais une boucle et ça va beaucoup plus vite.
Donc ça, c'est le paramétrage par défaut, c'est du YAML plus du Jinja 2. Je continue. Ce qui vient de rentrer récemment sont les formulas. Donc imaginez que vous avez l'exemple classique OpenStack, pour ceux qui ont déjà eu à installer OpenStack. En général, on s'en souvient, hein, on a passé 5 heures. Il y a des gens qui ont fait des formulas, donc c'est une nouvelle possibilité où en fait on va mutualiser sur Internet des états, et vous n'avez plus qu'à le dire dans Salt, pointe sur ce dépôt Git où il y a tel ensemble de fichiers SLS, et vous pouvez les utiliser tout de suite. Donc vous avez déjà 50, c'est pénible, 50 formules, Nginx, Apache, OpenStack, n'importe quoi. Vous pouvez déjà, il y a des gens qui ont bossé pour vous en fait. Donc c'est tout nouveau, c'est tout récent. C'est avec la dernière version, mais l'idée c'est qu'à terme, je présume qu'on ne se prend plus la tête à installer des trucs de base, comme Nginx, comme Postgres, comme MySQL. Il y aura des gens qui ont déjà tout fait le boulot pour vous, en fait. Et tout à l'heure, j'ai parlé, par défaut, dans Sol, vous avez un serveur de fichiers. Donc là, je vous ai donné les lignes de commande pour faire le shell distribué, mais ça veut dire que quand on serveur Salt par défaut, vous posez des fichiers et vous pouvez spécifier. Donc là, je dis par exemple en ligne de commande, prends le fichier vimrc qui est à la racine du serveur de fichiers sur le serveur et copiez-les sur toutes les machines. Donc je peux le faire aussi en shell distribué. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours cette notion dans Sol qui est très intéressante. C'est que vous avez le shell distribué plus la gestion de configuration. Donc vous pouvez faire soit sous forme de config, soit à la main en ligne de commande. Voire même ce que je fais souvent, c'est que je le fais en ligne de commande pour tester, et une fois que j'ai trouvé la fonctionnalité qui m'intéresse, le module qui m'intéresse, je le transforme en fichier YAML. Alors ce qu'on appelle les grains dans Salt, il faut savoir que quand un serveur se lance, il va définir un ensemble de caractéristiques de votre machine. L'OS, la distribution, le noyau, la version du noyau, ce genre d'informations, le type de BIOS, le type de CPU. Et ce sont des caractéristiques qui sont ensuite utilisables dans votre configuration. On l'a vu tout à l'heure. Je reprends un exemple encore une fois extrêmement simple. Sur Red Hat et sous Ubuntu, le nom du package Apache n'est pas le même. Et Salt ne le sait pas. Donc, vous allez le définir manuellement. Pour installer Apache sur Red Hat, c'est HTTPD. Pour installer Apache sur Ubuntu, c'est Apache 2. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle les grains. Donc, vous allez vous appuyer sur les grains, les caractéristiques des clients, pour pouvoir être un peu plus fin dans votre configuration. Et après, vous n'avez plus qu'à faire étoile, et c'est bon. Ou web, ou toutes les machines web, et vous ne prenez pas la tête. Ça, c'est ce qu'on appelle les grains. Donc voilà un exemple de ciblage. Enfin, le type de grain utilisé dans le ciblage. Je veux faire un test ping sur toutes les machines Red Hat. Évidemment, c'est utilisable pour tous les modules, toutes les fonctions. C'est une façon de cibler vos machines. Et ensuite, vous avez après la même chose qu'on appelle les pilars, qui est le fait que c'est un peu pénible de mettre partout if Apache, if Red Hat, if Ubuntu, if OpenBSD. Ben, vous allez mutualiser ce genre d'informations à un seul endroit qu'on appelle les pilars. Côté serveur, vous allez dire une fois pour toutes, Apache sur Red Hat c'est HTTPD, Ubuntu c'est Apache 2. J'ai donné le même exemple avec Git, ils n'ont pas les mêmes noms de modules, ils ne sont pas gentils les gens de Red Hat ou Ubuntu, ils ne bossent pas ensemble. Ils ont mis des noms de modules différents, des noms de packages différents. Ben, pour une fois pour toutes, je mets ça dans Pilar, et ensuite, dans mes fichiers SLS, j'ai plus qu'à dire installe Apache. Et comme ma condition est déjà faite, je n'ai pas à répéter partout if Apache, if Ubuntu, if Red Hat, dans tous mes fichiers de configuration. Donc c'est ce qu'on appelle les pilars. Je suis rapide là, non ou pas? C'est bon? Je suis bien. C'est cool. Le but, c'était d'éviter les questions, d'être assez lent pour qu'il n'y ait pas de questions à la fin, mais je vais rater là. Ensuite, vous avez des modules. Alors, c'était, si vous vous souvenez un peu de slide, qu'est-ce que j'ai mis dans Sol quand j'ai démarré? Ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait 200 modules. Alors, il y a des modules de qualité variable, mais l'intéressant pour moi, c'est que j'avais tous les modules qui m'intéressaient. Généralement, quand on commence à utiliser ce genre d'outils, on a des besoins basiques, utilisateur, groupe, service, package, copier des fichiers, vérifier ça des services. Il y en a plein. Il y a à peu près 200 modules. Donc, vous avez des modules genre iptable, donc spécifiés à Linux, systemd, RabbitMQ, Git. Ils ont même IAG. Ouais, mais il n'est pas là. Je ne peux pas répondre. On peut même contrôler du Puppet à partir de Salt. Notamment, je présume que c'est pour gérer les migrations, qu'on passer de l'un à l'autre. Et vous avez des packages, ce qu'on appelle les packages virtuels. C'est par exemple quand vous dites installe-moi tout à l'heure l'exemple que je vous ai donné, installe Vim. Le package Vim, ça marche sur une Red Hat, ça marche sur une Ubuntu, ça marche sur OpenBSD. Pourtant, c'est 3 systèmes de packages différents. Bah, lui, il va savoir, grâce au pilar, que c'est une Red Hat, donc il va utiliser Yum. C'est Yum hein, sur Red Hat. Merci. Nickel.
Sur une Ubuntu, ça va être apt. Sur un OpenBSD, ça va être pkgAdd. Donc ce sont des paquets virtuels, Salt. Les utilisateurs, c'est pareil. La gestion des groupes dans OpenBSD, enfin ajouter des users ou des groupes potentiellement sur un BSD, sur un Linux, c'est différent. La gestion des services, etc., etc. Donc vous avez 200 modules, et moi, quand j'ai commencé, j'avais tous les modules qui m'intéressaient. Continue. Et un module Salt, c'est assez bateau, c'est un package Python, un module Python tout à fait classique, avec une variable global Salt dans le cas où vous voulez appeler, si vous créez vos propres modules et que vous l'appelez d'autres modules. Donc voici un exemple. C'est peut-être un peu petit, non? Mais bon. Alors j'ai pris 2 exemples extrêmement bateaux, parce que ça rentre dans le slide, mais c'était pour vous montrer qu'à coder un module Salt, c'est pas très compliqué. Vous voyez que le fameux ping que je vous montre depuis tout à l'heure, ça renvoie à true en fait. Donc évidemment, quand vous avez d'autres modules, ça fait des choses plus compliquées. Mais écrire un module Salt, c'est assez bateau. Moi récemment, j'ai un ami qui a écrit, qui est très fan de NetBSD. Pourquoi vous rigolez? C'est bateau en plus. J'ai plus de 2 amis, hein, enfin d'un ami. J'en ai 2. Et en fait, il est plutôt développeur C, mais il fait Python, et puis il a fait tout un module pour NetBSD, pour le système de packaging. Donc c'est assez simple. Alors encore une fois, il y a 200 modules, mais il y a des modules de qualité variable. Il y en a certains qui sont bien faits, d'autres qui sont un peu basiques. Mais bon. Et je mets dans divers plein de choses, un petit fourre-tout pour terminer. 2-3 choses que j'ai trouvées intéressantes. Alors quand je vous ai montré en ligne de commande le shell distribué, par défaut, vous avez un rendu qui est suivi pprint, si je me souviens bien. Mais vous pouvez récupérer du YAML, du JSON, ou pas de sortie du tout. C'est parce que vous êtes sûr de votre coup. Vous avez aussi ce qu'on appelle les retourneurs, une sorte de connecteur qui vous permet tout simplement de pouvoir vous connecter à des bases de données. C'est le cas classique, genre MySQL, Postgres, Redis, pour pouvoir en fait aller questionner ce genre de, non pas carrément la machine, mais carrément un service particulier. Bon, je dis ça que c'est intéressant, mais je l'ai jamais encore utilisé. Mais j'ai un besoin très basique, moi, donc Salt, je ne suis pas encore là. Si vous avez, donc si votre responsable sécurité n'est vraiment pas votre ami, et qui vous impose des chemins, en fait, vous avez ce qu'on appelle les pires communications, vous pouvez faire en sorte que, au lieu d'être en étoile, c'est-à-dire votre serveur et tout le monde va se taper dessus, va se connecter dessus, et vous avez plein de machines, vous pouvez demander à des clients de retransmettre en fait les demandes du serveur vers d'autres machines, ce qui évite d'avoir un fonctionnement pur étoile. Vous avez des ACL, ça j'en parle pas, c'est juste pour information. Donc vous pouvez mettre des ACL si vous n'êtes pas très copain avec votre suppléant, vous pouvez le limiter à des fonctionnalités plus basiques et pas des choses importantes. Vous pouvez voir les jobs en permanence. Notamment quand vous les arrêtez, vous pouvez les reprendre. Il les met dans il vous donne un ID, il vous dit si tu veux reprendre ce job-là, tu me demandes cet ID-là et je relance. Vous voyez pouvoir les jobs en temps réel. C'est toujours intéressant, notamment pour les jobs qui prennent un peu de temps. Vous pouvez récupérer les événements. Donc soit vous pouvez, alors Salt est en Python, donc évidemment, un peu partout vous pouvez scripter Salt. Et donc en Python, vous pouvez très simplement récupérer les événements Salt. Et récemment, on peut envoyer les logs sur Sentry et Logstash. Ouais, c'est pas très intéressant ça en fait. Alors moi même si vous avez très peu de machines, même 1, 2, 3, même une en fait, je vous conseille de jeter un coup d'œil sur ce genre d'outils. C'est intéressant, une fois qu'on y est passé, on n'a plus envie de revenir en arrière. Une fois qu'on a appris à centraliser ses confs, même personnels, à les historiser, à les guides bien sûr, c'est cool. Et moi, je ne reviens plus en arrière. Il faut savoir que si vous pouvez très bien avoir un système sans serveur. Bon, ça existe, ça s'appelle masterless. Mais même si vous n'avez qu'une seule machine, être client-serveur, c'est pas déconnant, personnellement. Alors, Salt, c'est du Python, donc il faut savoir que vous pouvez tout faire en scriptant. Donc si vous avez besoin d'incorporer les fonctionnalités de Salt dans vos projets ou dans votre application, ce genre de choses, vous pouvez le contrôler. Donc voici un exemple extrêmement basique, où je lance directement en Python la fonction. Donc je récupère le résultat de ls-l. Il y a
un projet qui s'appelle Salt API, qui je pense un jour va être intégré dans Salt, je pense, qui vous permet d'avoir une API REST, XML, RPC, WebSocket, etc. etc. Si le script, enfin, si vous voulez juste avoir d'autres façons de communiquer avec Salt. Donc pour l'instant c'est un projet externe, mais je pense, donc ma boule de cristal me l'a dit, mais je pense qu'un jour sera intégré dans le projet principal. Et dernière petite chose, donc c'est un projet qui s'appelle Salt Cloud, qui paraît qu'il y a aussi un projet externe qui peut-être un jour va être réintégré dans Salt. C'est la possibilité de contrôler des VM. Donc évidemment les deux principaux technologies sont Amazon d'un côté et OpenStack de l'autre. Je l'ai personnellement peu utilisé pour l'instant. Mais donc si vous voulez étendre la gestion de vos machines avec des VM, c'est possible aussi. Avec Salt. Et je n'ai plus de slide, mais je suis à 26 minutes. Il y a donc malheureusement 4 minutes de questions. Oui. Ouais, bon. Tu disais coucou, alors je fais coucou. D'accord. Ouais. Et il y a Salt SSH donc pour les gens qui ont des admins pénibles aussi. Et je voulais préciser juste sur Salt, sur les pires, hein, que ça maintient un comportement en étoile puisque les ACL sont vérifiés par le serveur en fait. Ah. Merci de me casser ma presse en direct, quoi. Mais je l'ai jamais utilisé cette fonctionnalité, c'est juste pour dire qu'elle existe. Juste pour le Salt SSH, alors j'aime bien dire des choses quand c'est bien et puis quand c'est mal. On va dire que le projet est en train de grossir assez vite. Il a été entré dans des 15-20 plus gros projets sur GitHub. La boîte, je crois qu'elle a fait une levée de fonds il y a quelques temps. Donc elles sont la boîte est en train un peu de muer. Et ils ont un peu ce petit défaut d'aller un peu dans tous les sens. Et donc par exemple, les dernières fonctionnalités qui sortent sont à mon avis pas... Par exemple, Salt SSH. Donc j'en ai pas parlé, Salt SSH. En fait, ils ont sorti une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de vous connecter en SSH comme Ansible, ce qui évite en fait d'avoir un client avec les fameux deux ports 45.05 et 06 ouverts. Mais d'après les premiers retours, c'est pas super stable. Donc ça, c'est un peu le défaut de Salt récemment, c'est que les nouvelles fonctionnalités ne sont pas aussi bien. Autant quand j'ai utilisé Salt il y a 1 an et demi, ça marchait bien, c'était nickel, j'avais aucun souci. Autant, pour vous donner une idée, ils ont sorti la 0.16.4. C'est la première fois de toute l'histoire du projet qu'ils ont sorti 4 versions de fixe. Généralement, ils sortaient toujours qu'une version majeure. Ça donne une idée. Mais bon, voilà. Je voulais savoir s'il y a une interface qui permet de voir l'état des différents nœuds. Savoir si certains états c'est une bonne question. Je crois que oui. Mais moi, je suis un pur. C'est tout en ligne de commande. Non, plus sérieusement, je n'utilise pas ce genre d'outil, mais je crois que oui. Mais je connais pas leur niveau de qualité de ce genre de projet. Mais Ok, donc moi j'ai la question relou. Comment ça marche sous SX et Windows? Genre si tu marches depuis Linux et qu'on va installer... Généralement, je mets toujours un slide, je n'utilise pas des outils des OS professionnels. J'utilise des outils d'amateurs, faits par des amateurs, voire gauchistes, libertaires. Et j'assume ce côté-là. Je ne connais pas OS X, je n'utilise plus Windows depuis 99. J'en sais rien et je m'en fous. Ouais, juste pour répondre à la question. Sous OS X, pour installer les packages, j'utilise Brew, donc ça marche. C'est en Python, par contre, il n'est pas bootstrapable avec le script normal, mais il faut faire Python setup install et ça marche. Et sous Windows, le gestionnaire de package, je ne sais pas ce que c'est, mais ça marche. Ça marche, mais il n'y a pas autant de fonctionnalités que sous les autres OS. Donc on va prendre 2 autres questions. Des questions faciles, s'il vous plaît. Ouais, c'était juste savoir. Enfin, j'utilise Salt chez moi. Je n'ai pas des masses de machines, mais enfin, quand on lance tu en as une déjà, c'est cool. Quand on lance un high state sur toutes les machines, on se retrouve vite à avoir une sortie qui est très volumineuse, très verbeuse. Il y a des choses qui existent pour avoir un résumé. Bonne question. Non, Non, faut regarder, effectivement, faut remonter la console et voir.
Avec ses yeux, quoi. Ok, d'accord. Pourquoi vous m'embêtez avec vos questions? Je sais pas, moi, j'ai les logs, c'est tout. Non, par contre, moi, ce que je fais, encore une fois, moi, j'ai une utilisation assez basique, c'est que je fais une fois les iState, enfin, je fais en ligne de commande. Une fois que je sais que ça marche, je vais dans les fichiers de configuration et il se débrouille. Je ne m'amuse plus à lire les logs, à faire les iState à la main et à regarder les logs en sortie. Le côté idempotence, alors moi, le côté vraiment intéressant de ce genre d'outil par rapport à faire des scripts shell impératifs, le côté idempotence, c'est quand même intéressant, c'est le fait que vous lancez 10 fois, ça va toujours marcher de la même façon. Ça, c'est quand même super intéressant, ce qui fait que généralement, il n'y a pas trop de poussée. Une fois que vous avez validé que ça fonctionnait, enfin, en tout cas, moi, ça m'est jamais arrivé en un an, plus d'un an, de me retrouver un truc qui fonctionne et un jour qui ne fonctionne plus. Je sais qu'un état qui fonctionne va tout le temps fonctionner, en fait. Donc, ce problème de lire les logs en permanence, je n'ai pas eu ce souci. Et la dernière question. Alors, tout à l'heure, tu parlais des pillars et des grains. Il est où? Là. Ah, salut. Principalement pour les noms de package qui sont différents entre les distributions. Oui. Est-ce qu'il y a déjà une sorte de bibliothèque qui existe, qui recense tout ce qui se fait comme différence ou pas? Non, de mémoire, il y a les formulas, mais ça c'est les états. Pour les grains, enfin pour les pillars, non. Après, il y a le côté intéressant, c'est que... Alors, je suis un gros feignant, je ne dois pas le dire. Donc, la première chose que j'ai fait, c'est sur le net. J'ai fait Google SLS. Et il y a plein d'exemples. Et généralement, tu copies-colles. Mais après, j'ai pas trop de soucis parce que, en fait, j'ai que des Linux. Donc, une certaine homogénéité dans les grains sont assez... Enfin, les pillars sont assez faibles, en fait, chez moi. J'ai juste un OpenBSD. C'est le firewall. Sinon, c'est que des Linux.